Juste pour situer un tout petit peu, donc j'ai été parent à Verrières de 2 filles qui ont fait une grande partie de leur scolarité dans l'école de Verrières, dans l'école Steiner. Et puis je suis ensuite allée en Alsace où j'ai enseigné pendant 20 ans comme professeur de classe. Et à Colmar, les classes vont de 7 ans à 14 ans, donc pendant 8 ans à chaque fois. Et je suis grand-mère aussi de 2 petits-fils. Enfin, on les appelle des petits-fils, mais ils sont très grands maintenant. Ils chose du 46. et l'un d'eux, Arthur, a passé quelques mois ici, au jardin d'enfants, avec Léo, qui ne s'en souvient pas, mais avec Elisabeth, qui était jardinière à ce moment-là. Donc c'est pour moi très, très touchant d'être ici, particulièrement touchant. Et puis je suis toujours émue quand des gens se rassemblent pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'éducation. Et c'est quelque chose qui est très étonnant et qui est relativement nouveau. On pourrait se demander, mais enfin, depuis que le monde est monde, il y a des enfants, il y a des parents, pourquoi est-ce qu'il faut se poser tellement de questions pour éduquer les enfants? Ça pourrait être naturel, cette affaire. Depuis le temps, on devrait savoir ce qu'il faut faire. Et il se trouve que, non, ça n'est pas évident à notre époque, ça n'est plus quelque chose de donné, si jamais ça l'a été. Je m'en souviens pas, moi, mais je trouve que ça pose question. Et même quand je vois ça au cœur de l'enfant qui grandit, mais déjà moi, quand j'étais maman, on n'avait pas des choses comme ça. Il fallait se mettre en route d'une manière extrêmement motivée pour avoir quelque chose qui nous parle de qu'est-ce que c'est qu'un enfant et comment on doit l'éduquer, et si on n'est pas complètement sûr de ce qu'il faut faire, etc. C'est quelque chose de très contemporain et que je trouve justement de très important, mais qu'on peut regarder d'un petit peu plus près, parce que il me semble ce questionnement à propos des enfants, il s'assortit avec l'émancipation de l'être humain, au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain, de l'émancipation de tout ce qui est naturel, donné, évident, et sans remonter à des temps très très archaïques. Si on va ne serait-ce que 100 ans en arrière, on peut voir comment en 120 ans, on est presque en 2020, mais en 120 ans, la vie des êtres humains sur la Terre a complètement changé. Et donc les questions à se poser sont forcément différentes. Il y a au début du XXe siècle, l'homme vivait dans un lien très étroit, jusque professionnel, avec la nature et les animaux. C'était encore quelque chose de très présent en Occident. Moi, je vais parler surtout de l'Occident. Le reste existe et est très important, mais je ne les connais pas assez. Donc, je vais parler de ce que je connais ici. Et cette émancipation petit à petit, non seulement de la nature, donc du monde animal, et puis de tout ce qui fait notre milieu, fait que forcément les choses, elles ne sont plus complètement données, et on se pose des questions sur mais maintenant ce monde qui a tellement changé. Moi j'ai 65 ans, en 50 ans c'est incroyable comment le monde a changé. Et alors est-ce qu'une éducation elle doit s'appuyer sur quelque chose qu'on va donner à l'enfant qui va changer aussi? Qu'est-ce qui change? Sur quoi? Comment penser ces choses-là? Parce qu'on a l'habitude normalement de penser, pendant longtemps, c'était des choses stables, solides, qui faisaient qu'on savait à peu près où on allait. Et là, on est dans un environnement qui est complètement différent, qui est complètement plein de métamorphoses à plein d'égards. Et donc, il y a quelque chose là-dedans qui nous permet peut-être de sentir encore un petit peu plus de quoi il s'agit quand il s'agit d'éducation.
parce que nous sommes nous-mêmes mis dans une situation où finalement on a à s'éduquer toute la vie. On ne peut plus être sans se préoccuper de sa propre éducation, de sa propre évolution. On ne peut plus être comme ça. Sinon, très vite, on est décalé, on est déconnecté de la vie avec les autres êtres humains. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut déjà un peu s'appuyer en se disant, nous-mêmes, nous sommes des êtres complètement en évolution, mais l'enfant, il l'est encore plus. Un être en évolution, un être en devenir. Et pour se faire des points de repère, on ne va pas pouvoir faire exactement comme ont fait nos parents. On voit bien qu'il ne s'agit pas de ça, ni le contraire de ce qu'ont fait nos parents, qui serait une autre forme de stabilité finalement. Il ne s'agit pas de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va se donner comme point d'appui dans ce monde en métamorphose, alors que par ailleurs, on a besoin de ressentir cette évolution. Elle s'accompagne d'une individualisation extrêmement forte. On ne peut pas dire que tous les enfants... Alors on se pose la question, est-ce que tous les enfants doivent être éduqués pareil? Et qu'est-ce qui va me permettre de savoir ce qui va convenir à celui-ci ou à celui-là? Dernièrement, je posais la question comme ça à des jeunes mamans ou à des jeunes instituteurs en Bretagne où j'habite. Et je leur proposais de recontacter la première fois qu'ils ont croisé le regard de leur enfant à la naissance. Et puis, on voyait que chacun, ce qu'il racontait était magnifique et chacun était frappé, quand ils avaient plusieurs enfants, de la singularité de chacun, dès la naissance. Dès la naissance. Alors on peut se dire, mais alors est-ce qu'on peut s'appuyer sur quoi pour éduquer les enfants? Est-ce que ce qu'on va entendre, ça va être valable? Et ça me paraît, en tout cas pour moi, un questionnement que je porte depuis très longtemps. Et en face de ce questionnement, je peux voir que ma capacité à penser les choses et à les observer et à observer le monde me permet quand même de dire que il y a des lois, des principes de développement de l'être humain qui, si je m'efforce de les connaître et de les observer, de les vérifier, de m'y intéresser, vont être des éléments de repère qui vont me permettre finalement de voir, de repérer la singularité de chaque enfant. Parce que cette singularité, elle va d'autant plus émerger que j'aurai une ligne de repère. Et ça, c'est une des choses qu'on voit beaucoup dans nos écoles, où on a quelquefois un étonnement, par exemple, du fait qu'on va travailler sur le plan artistique, on va travailler d'une manière très dirigée dans les petites classes. On va par exemple faire jusque des dessins dirigés où on va dire aux enfants, eh ben voilà, vous allez prendre le bloc de telle couleur et puis vous allez faire un fond comme ça, et puis ensuite vous allez prendre le bloc de telle couleur et puis on va amener ça, et puis etc. Donc je ne vous décris pas tout le processus, mais où chaque pas, chaque chose, etc. J'ai pas là les éléments pour vous montrer, mais chaque fois que j'ai pu faire ça en tant qu'enseignante ou que je l'ai vu dans les classes de mes collègues, c'est parce qu'on a complètement accompagné chaque mouvement qu'on voit la panoplie et la différence de tous les dessins à la fin. Et là apparaissent vraiment les différences. Parce qu'on a un élément de comparaison. C'est très difficile sinon de comparer. Hein? Donc ce que je voudrais amener ce soir comme élément de repère ne sont que des éléments de repère. Ce ne sont pas des choses qui sont
définitives, bloquées, etc., mais qui sont des points de repère et qu'à partir de ces points de repère, on va pouvoir se poser des questions et articuler les choses. Ça, c'est très très important de prendre les choses de ce côté-là, parce que sinon c'est insupportable. Imaginez qu'on va dire, ben voilà, un enfant à tel âge, c'est comme ça, il faut l'éduquer comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Ça ne s'appelle pas pour moi éduquer, ça s'appelle formater. Donc il ne s'agit pas de ça. Alors maintenant, ces éléments de repère, pour les présenter, donc vous imaginez bien, parce que vous-même vous êtes des êtres humains, que tout ce qui est trop simple, ça ne va pas correspondre à la réalité, puisque nous sommes des êtres extrêmement complexes. Je n'ai pas dit compliqués, mais complexes. Et donc l'enfant et le développement de l'enfant, ça va être aussi quelque chose d'extrêmement complexe et qu'on va essayer d'attraper par plusieurs bouts. C'est pour ça que peut-être pour certains, ce que j'amènerai ce soir sera un peu désordonné. Bon, j'espère pas trop. Et sinon, vous pourrez poser des questions ou m'interrompre, etc. N'hésitez pas. Mais c'est parce que si je vois un cercle, même un cercle comme ce soir, hein, même s'il n'est pas complètement géométriquement exact, nous voyons que nous sommes dans des positions qui nous permettent de nous voir, mais madame est exactement en face de moi, elle est dans une position polaire, et ça, il y a comme une tension qui n'est pas du tout la même qu'avec Cécile ici, ou qu'avec monsieur là, etc. Et donc, les points de vue sur l'éducation et la complexité de l'être humain, elle peut être regardée aussi de plein de points de vue différents. Donc, on ne peut pas en une seule fois, et même peut-être pas en une seule vie, se faire une image de l'être humain qui soit claire. Parce qu'en plus, il s'agit du vivant. Donc non seulement il y a tous les points du cercle, hein, et puis je ne sais pas si vous avez un peu l'amour de la géométrie et des formes, mais on peut construire un cercle à partir des tangentes. Hein. On sait qu'il y a une infinité de points, et puis que chaque point correspond à une tangente. Et le propre d'une tangente, c'est d'être une droite, donc une direction. Donc chacun a une direction. Et l'être humain, c'est comme ça, les points de vue qu'on va prendre, ça va être chaque fois des directions, quelquefois opposées. Mais cette opposition, elle est essentielle. C'est elle qui permet qu'il y ait une tension et que la forme existe. S'il n'y a pas la tension, ça redevient tout mou. Donc ça, c'est déjà pour moi une des caractéristiques de l'être humain, c'est que c'est un être en tension. C'est un être en tension et qui va grandir dans une tension entre un élément terrestre et un élément céleste cosmique. Là-haut, il y a le ciel et les étoiles, et en bas, il y a la terre. Là-haut, il y a les astres qui nous donnent la lumière, quand ils sont... on ne connaît pas complètement la nuit, mais même la nuit, on voit la lumière des étoiles. Et en bas, il y a tout ce qui nous donne le monde végétal, mais en dessous, on n'y voit rien. C'est complètement caché et mystérieux. Et nous, êtres humains, nous vivons dans une tension entre les deux. Et cette tension, elle est incroyable, et elle va prendre justement des formes et des axes différents tout au long de la vie. Et le propre de l'être humain, c'est de vivre dans cette tension, mais dans une présence, dans une conscience. Et cette conscience, elle va s'articuler de 3 manières différentes, qui vont nous donner des facultés, on va les appeler comme ça, différentes. Alors, évidemment, il y a la faculté qu'on apprend dans la première année, où on arrive sur Terre, c'est d'apprendre à se mettre debout et à marcher. Mais même avant de marcher, c'est un tas de mouvements qui sont mis en route.
Donc c'est tout ce qui va concerner le mouvement, les membres, la capacité à se dresser debout, donc à prendre de la distance par rapport à son milieu, et puis à se mettre en mouvement. Et ça, c'est lié au système des membres, évidemment, et puis aussi au métabolisme, c'est-à-dire aux échanges. Parce qu'à partir du moment où on est en mouvement et on peut se lier à la terre, etc., alors il y a des échanges qui se font. Et puis il y a une autre faculté qui, elle, semble venir quand même plutôt de la lumière, qui est notre capacité à penser, à se représenter les choses, à percevoir le monde. Et ça, c'est plutôt lié à la tête. En tout cas, la tête en est le représentant le plus expressif, et ne serait-ce que parce qu'on y a les yeux, les oreilles, le nez, le goût, etc. Et bien sûr, tout notre corps participe au mouvement, et tout notre corps participe à la pensée, mais c'est quand même la tête. Et d'ailleurs, cette tête, elle est complètement polaire dans sa manière d'être avec les membres. Là, c'est une boîte, comme un trésor, fermé, solide, dur, et à l'intérieur, le cerveau, c'est une substance très particulière, et qui flotte, qui est en apesanteur, qui est complètement protégée de la pesanteur terrestre. Il y en a qui disent même, la tête, c'est un peu une grande paresseuse. Elle attend que les membres marchent et s'activent pour pouvoir profiter avec ses sens de tout ce qui se passe. Elle est là-haut. Voilà. Mais on a cette capacité à penser, à développer, c'est une faculté à faire grandir. Et donc, entre ces deux-là, eh bien, il y a justement cette capacité de l'être humain de respirer, donc de rentrer dans un échange d'air, de se lier à l'air, parce que c'est incroyable, on respire. Là, moi, je respire tout ce que vous envoyez, et puis vous, c'est pareil. et puis ça peut aller très loin. Et quand on expire, on renvoie jusqu'aux confins du monde ce qu'il y avait en nous, comme ça. On respire. Et puis c'est vraiment au moment de la naissance que ça se passe, ça. Dans le ventre de la mère, quand on est encore en gestation, il y a déjà des mouvements, il y a déjà la tête qui se forme, etc. Mais pas la respiration. La respiration, c'est au moment où, ça y est, il y a cette naissance du corps physique, et on respire. Et puis au moment de la mort, au moment de passer dans un autre état, alors il y a l'expiration. C'est le dernier qu'on redonne à la terre. Donc là, on va vivre dans cette chose-là. Et ça s'accompagne d'une pulsation du cœur. Et cette pulsation du cœur, elle est quelque chose d'incroyable. Elle est liée à cette circulation du sang qui, sans arrêt, et heureusement sans qu'on ait besoin d'y penser, parce que sinon, je ne sais pas si on vivrait très longtemps, se met à pulser. Et j'ai entendu un jour un médecin me raconter ce qui se passait réellement au niveau du cœur. Alors, je ne vais pas rentrer dans une anatomie très complexe, parce que j'en serais même incapable, mais je crois que tout le monde connaît un petit peu qu'il y a deux types de sang. Il y a le sang qui vient justement d'abord par les poumons et qui est le petit circuit comme ça avant de passer dans le cœur, et qui est le sang qui a rencontré l'air qui vient du monde extérieur. D'accord ? Et puis, il y a l'autre sang qui vient de ce qu'on a vécu dans notre intériorité corporelle, dans nos organes, etc. Et en fait, à chaque battement de cœur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que les deux se mettent côte à côte avant de repartir dans une autre direction. Et donc, on peut imaginer que cette pulsation, c'est de nous mettre en situation. Je crois que, je ne sais plus combien il y en a, parce qu'on a un nombre de respirations par minute, qui est à peu près tous le même quand on est adulte. Et puis, à chaque respiration, il y a 4 pulsations. Donc c'est énorme.
Et à chaque fois, c'est de mettre ce qui vient de notre intériorité corporelle à côté de ce qui vient du monde. Et ça nous dit beaucoup sur qui on est. Et c'est déjà une indication énorme. Parce qu'on voit qu'il y a une question de rythme, de temps, de pulsation, et une question d'espace où ça se passe. Et un enfant, on va avoir à le préparer à vivre ça. D'une part, d'être dans un espace sur la terre, dans un pays, dans un lieu, etc., où il va devoir trouver sa place, exercer ses trois facultés de ressentir, de penser, d'agir dans le monde. Et puis en même temps, à travers le temps, à travers cette vie entre la naissance et la mort, il va avoir son propre développement et il va devoir se développer lui-même. Et donc nous, on doit accompagner les deux gestes. Déjà, ça n'en est pas qu'un. Ça commence déjà à se compliquer tout de suite. C'est ces deux gestes. Il y a le monde dans lequel on arrive, le monde dans lequel on vient, une époque, un pays, des lieux. Et ça, c'est très important qu'on accompagne en tant qu'éducateur, parents et professeurs, la capacité à s'intégrer, à trouver sa place dans ce monde. Et puis, il y a le développement individuel de chacun, qui va se faire, lui, beaucoup plus en lien, bien sûr, avec cette place, mais dans le temps, petit à petit. En fait, on va faire plein d'erreurs, et grâce à ces merveilleuses capacités qu'on a à agir sans être sûr qu'on fait bien, mais à apprendre, on va développer quelque chose en nous, des facultés qu'on n'a pas forcément à la naissance et qu'on va faire se développer. Et donc, du coup, en tant que pédagogue et en tant qu'éducateur, on ne peut plus parler d'expérience et de réalité si on n'inclut pas celui qui fait l'expérience dedans. Sinon, c'est faux ce qu'on dit. Donc, on doit s'inclure en tant que pédagogue dans toutes les expériences qu'on propose aux enfants. Et c'est pour ça qu'on a énormément à s'interroger aussi sur quand je fais quelque chose avec un enfant, il y a l'enfant et il y a moi. Et je ne suis pas complètement au service de l'enfant et je ne suis pas non plus complètement voilà. Non, il y a l'enfant et il y a moi, c'est une interaction. Alors maintenant, ça c'est déjà des points de repère. Mais alors il y en a d'autres, ça se complique, comme je vous l'ai dit, ça se complique dans le temps, parce que on peut s'apercevoir que dans une biographie, il y a des étapes, et des étapes très importantes. Alors, j'ai entendu, et je connais un peu suffisamment Elisabeth, pour savoir que de 0 à 7 ans, vous avez déjà entendu beaucoup de choses, et qui sont drôlement importantes. Mais il y a aussi ici des gens peut-être qui n'ont encore rien entendu. Donc je vais juste dire très rapidement, mais je ne vais pas développer beaucoup, parce que ça a déjà été fait, et puis que déjà de voir les développements par la suite, ça va nous prendre un petit peu de temps. On peut déjà voir que sur toute une vie, et puis aujourd'hui, on peut dire que les gens arrivent à vivre jusqu'à 70, 80, 90, hein, et puis ça s'allonge le temps. Le temps d'apprentissage réellement, avant la maturité, ça prend 2 dizaines. C'est pas beaucoup. Jusqu'à 20 ans. Finalement, c'est pas beaucoup. Mais je sais, pour avoir été parent, que je ne sais pas pourquoi on est toujours pressé que l'enfant grandisse. Mais on a toujours l'impression qu'il est quand il est devant nous, mais c'est peut-être parce qu'on voit autre chose de lui. Hein. Et du coup, on le trouve grand, parce qu'il y en a qui sont très grands dès le premier regard. Et ils nous impressionnent, ils nous intimident. Mais n'empêche que c'est pas beaucoup, 20 ans pour se développer, sur toute une vie. Et alors en plus, il y a des choses qu'on connaît de plus en plus. Par exemple, on sait que le cerveau, sa plasticité, il reste plastique, c'est-à-dire il continue à se développer plastiquement jusqu'à 16 ans. Après, il va avoir une autre vie, mais il ne se développera plus sur le plan plastique.
Donc on peut déjà se dire, bon, entre 0 et 16 ans, il faut qu'on soit très attentif à ce qui se passe parce que tout ce qu'on va faire, ça va agir, modeler le cerveau d'une certaine manière. Bon, voilà un repère. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça encore, parce qu'on voit que l'enfant, à la naissance, donc on voit, il nous apparaît avec son corps, là, sa petite tête tellement belle, tellement ronde, et puis même les traditions très anciennes nous apprennent que, ah oui, mais ce qui va se passer entre 0 et 7 ans, ce moment très particulier où les enfants ont le plus beau sourire du monde, vous savez, là, quand il n'y a plus de dents. C'est tellement beau, ce moment-là. Et bien là, même les traditions très anciennes, ils appelaient ça l'âge de raison, ou ils appelaient ça autrement, etc. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Jusque-là, c'est un peu comme ce qu'on vient de vivre, là, le printemps après l'hiver. Ça fait tellement du bien. Tout d'un coup, là, des fortes croissances en l'espace de 1 mois. Les arbres qui n'avaient pas d'arbres, qui avaient pas de feuilles, on voyait le ciel à travers, là, tout d'un coup... Ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Ah, ça y est, on a une forêt devant nous, on ne voit plus le ciel à travers. Il y en a que ça peut rendre triste. Hein. Mais c'est les forces de croissance, c'est les forces de croissance, c'est les forces de croissance. Et c'est les forces de vitalité aussi. Ça, c'est entre 0 et 7 ans. Et alors, à 7 ans, tout d'un coup, alors on a appelé ça l'âge de raison, mais pourquoi on a appelé ça l'âge de raison? Eh bien, c'est parce que les forces qui étaient là, agissantes profondément à former les organes, à former la croissance, à faire que ça pousse, alors un coup par la tête, ça descend dans les membres, et puis après c'est le torse, et puis ensuite ça remonte, etc. Enfin, c'est une activité incroyable entre 0 et 7 ans qui se passe. Tout d'un coup, ça se libère un peu, et ça devient disponible pour penser. Alors on dit raisonner, on espère que c'est pas raisonner comme un tambour, hein, mais pour raisonner. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que la langue française, pour ça, je trouve, elle est magnifique. Parce que le milieu dans lequel ça va se passer, le milieu qui va permettre cette croissance, etc., elle est exactement ce qui va permettre qu'il y ait un milieu qui existe après, mais un milieu, une intériorité. Et pendant cette première septaine, l'enfant, il va se développer, il va croître, mais en imitant, en percevant et en imitant tout ce qui va se passer autour de lui. Et on voit bien comment sont les enfants. C'est incroyable comment ils imitent tout autour d'eux. Mais ils n'imitent pas que les gestes, parce qu'ils ne sont pas encore complètement dans le geste. Ils imitent ce qu'ils ressentent aussi. Ils imitent ce qu'ils vivent de l'intention des gens qui sont autour d'eux. Ils imitent ce qui se vit entre les êtres. Et ça, petit à petit, ça s'imprègne dans les organes, etc. C'est ça qui va petit à petit créer leur milieu, leur être du milieu. Donc évidemment, on a une responsabilité énorme dans ce qu'on fait à ce moment-là, puisque ça va s'intégrer à leur être. Et ce qui va naître à partir de ce moment-là, ce qui va se libérer, ce qui va se développer, c'est quelque chose qui va leur permettre justement que cette faculté de penser puisse commencer à s'élaborer, que les représentations puissent se détacher des sens. Hein, l'exemple le plus simple à sentir, c'est les enfants, ils vont dire pendant longtemps, s'ils voient cette forme, c'est un soleil. Et puis petit à petit, ils diront rond comme un soleil. Et puis vers 7 ans, ils sont capables de dire c'est un cercle. C'est-à-dire ils ont pris une distance, ils sont capables de commencer à avoir des représentations qui sont distanciées de leur sens. Mais ce n'est qu'un tout petit début. Et c'est pour ça que dans nos écoles, on est très attentif à ne pas les mettre en situation justement de s'abstraire des sens avant ce moment-là. Parce qu'il faut laisser toute cette vitalité
construire l'organisme, lui permettre d'élaborer cet organisme pour qu'il ait une santé, qu'il ait de la vigueur, qu'il ait de la santé jusqu'à 95 ans, s'il doit rester jusqu'à 95 ans. C'est énorme. Et donc à partir de 7 ans, et alors c'est là que les pédagogues du premier cycle, ce qu'on appelle le premier cycle dans nos écoles, interviennent. Donc les pédagogues vont accueillir cet enfant avec ses facultés qui se sont libérées, et puis ils vont l'emmener jusqu'à 14 ans. Tout à l'heure, j'entendais 9 ans et demi la prépuberté. Ouais. Est-ce que c'est la prépuberté? Parce que c'est de 7 à 14 ans, c'est pareil. Il ne reste que 7 ans. Sur toute une vie, c'est pas beaucoup, 7 ans. Mais il s'en passe des choses pendant ces 7 ans. Et alors, évidemment, il y a un tas d'étapes. Il y a l'étape des 9 ans. Enfin, autour des 9 ans, qu'on va appeler nous l'étape des 9 ans, parce que c'est quand même à peu près à ce moment-là. Il y a l'étape des 12 ans et il y a l'étape des 14 ans. Alors l'étape des 14 ans, à notre époque, elle a été très mise en avant. Elle se manifeste évidemment par la sexualité. Et la sexualité, elle n'est que la part visible de l'iceberg de cette capacité à aimer que l'être humain possède. Mais ce n'est pas qu'un amour sexuel, c'est la capacité à aimer le monde, à aimer les êtres humains et à aimer agir dans le monde. Et ça va se développer de 14 à 21 ans à peu près. Donc il va falloir travailler à cette chose-là. C'est ce qu'on appelle les grandes classes chez nous. Mais entre 7 et 14, en fait, cette capacité-là, elle est en gestation en l'enfant, exactement de la même façon que le corps physique est en gestation pendant les 9 mois de grossesse. Et c'est pour ça, c'est parce qu'elle est en gestation, qu'on va pouvoir travailler dessus. Une fois qu'elle va être sortie, on n'a plus le droit. Ça devient l'être avec ce qu'il est. Et donc on va pouvoir accompagner, mais travailler dessus, non. De la même manière que la maman qui est enceinte, elle sait maintenant que selon ce qu'elle va manger, l'hygiène de vie qu'elle va avoir, ce qu'elle va traverser comme difficulté, etc., eh bien ça a une incidence sur la corporéité de l'enfant. De la même manière, entre 7 et 14 ans, ce que le professeur va développer avec l'enfant, ça va avoir énormément sur cette capacité ensuite à aimer. Cette capacité à ressentir et à ce que son discernement, parce que ce que je vous ai raconté du cœur, en fait, ça c'est la capacité en fait à discerner. C'est la capacité à ressentir intérieurement qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Comment je sais, comment je vais prendre une décision et comment je vais accompagner ou imbiber toutes mes impulsions qui me viennent de mes perceptions, de mes membres, de mon envie d'agir, comment je vais l'élever petit à petit pour lui permettre de raisonner à un moment intérieurement et que je sois capable de différencier, de qualifier, etc., pour finalement, oui, pouvoir choisir, je fais ça. Et ça va se passer justement entre 7 et 14 ans. Et c'est très, très, très important. Et vous voyez, dimanche dernier, j'étais avec des gens qui cherchaient à se faire des représentations. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est dans un monde qui est pour nous un monde qui devient de plus en plus lié à l'ordinateur, à ce qui est virtuel, à cette forme de... C'est au-delà de la mécanisation, ce qui se passe à l'heure actuelle. Comment on peut comprendre ce monde, l'accepter, puisqu'il est le nôtre, et non pas faire que lutter contre, et chercher qu'est-ce que je peux maintenant
avec ce monde qui arrive, comment je peux apporter quelque chose aux enfants, à ceux que je vais accompagner sur le plan éducatif, pour qu'ils puissent trouver sa place et faire son développement en lien avec les autres hommes. Et justement, je trouvais drôlement intéressant que soit rappelé ce que cette plasticité du cerveau jusqu'à l'âge de 16 ans. Et le médecin qui nous faisait une présentation de ça nous disait que, évidemment, on le sait, les ingénieurs de la Silicon Valley, ils savent qu'il y a la plasticité du cerveau jusqu'à 16 ans. Et ils ne mettent pas leurs enfants en connexion avec l'ordinateur avant 16 ans le moins possible. Et jamais ils dépassent les 2 heures. Les Chinois, ils le savent. Et ils font très attention avant 16 ans à comment maintenant les enfants sont éduqués pour ne pas minéraliser, céphaliser le cerveau avant 16 ans. Et nous, les Occidentaux, c'est pas encore, on cherche, on ne sait pas encore où on en est avec ça. Et on doit le formuler, on doit le chercher, on doit trouver comment on va faire. Alors, encore une fois, je reviens à mes repères. Entre 7 et 9 ans, l'enfant poursuit un petit peu son geste du jardin d'enfants, c'est-à-dire il est encore dans un geste d'imitation, mais il va avoir besoin de se lier à des adultes et il va aller chercher ces adultes-là en se disant, voilà, il faut que je trouve des adultes qui vont me dire le monde, qui connaissent le monde et qui vont me raconter le monde pour que je puisse le comprendre et m'y lier. Et c'est ça, les parents. Et c'est ça, le pédagogue. Le pédagogue, c'est celui qui va permettre à cet enfant entre 7 et 14 ans, mais déjà à partir de 7 ans, maintenant, jusque-là, il a joué l'enfant. Il a pris le monde en lui avec ses sens, etc. Il a pris le monde par son jeu, il se l'est accaparé pour se construire. Et maintenant, il va rentrer dans un geste qui est complètement la respiration dans l'autre sens, c'est-à-dire il va chercher comment lui, il va rencontrer le monde pour y agir. Le monde va avoir des exigences, des consignes, des choses qu'il va apprendre à percevoir et lui, il va devoir répondre aux exigences du monde. Non pas pour se perdre lui-même, mais pour se trouver dans le monde. Parce que il y a quand même un mystère incroyable, c'est que les enfants et les êtres humains ne se construisent qu'avec d'autres êtres humains. Et aussi avec les animaux quand même, et aussi avec les plantes. On n'a pas encore trouvé de système pour vivre sans ce que la nature nous apporte. Et donc, la manière dont chacun va rencontrer le monde, ou comment le monde va rencontrer chacun, c'est cette rencontre qui permet de savoir qu'il y a quelqu'un. Ce n'est pas uniquement ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a tendance à dire moi, je suis là. Mais en fait, est-ce que c'est plus nous, là, ce qui nous monte de l'intérieur, là? Ou est-ce que c'est plus nous, comment la vie s'adresse à nous? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle s'adresse à nous d'une manière drôlement singulière. Ce qui arrive à Alain, on a l'impression que c'est pile poil, exactement, ça va toucher quelquefois, là où ça fait mal, là, pour qu'on se réveille, ou là où ça fait du bien aussi de temps en temps. Ah, c'est ça que je voulais, etc. Mais ça ne parlerait pas pareil à l'autre à côté. Donc la vie, elle s'adresse à nous comme s'il y avait une part de nous qui venait au-devant de nous. Et là, on commence à se dire, ah oui, mais alors, peut-être que le temps
le temps dans lequel se développe ce développement individuel, ce temps-là, on a l'habitude de le penser du passé vers le présent. Et puis d'ailleurs, on pousse comme ça un peu, hein, on a besoin de pousser un peu derrière, vers l'avant, là, comme ça. Mais c'est pas que ça, le temps. Le temps, c'est pas que un courant qui vient du passé vers le présent et vers l'avenir. C'est aussi quelque chose qui se manifeste de l'avenir vers le présent. Et alors ça se rencontre, vous savez, ça fait comme les vagues. Ça se rencontre et là, on est présent et on peut savoir qu'on est soi. Dans cette rencontre, alors on va développer évidemment, pour accompagner un enfant qui doit trouver son développement personnel, dans un espace particulier, on va chercher aussi à se mettre en situation. Bien sûr, il y a tout ce qui a été construit et là où on est arrivé, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui veut venir. Il y a tout ce qui veut venir vers lui, il y a toutes les nouvelles impulsions et on va essayer de s'entraîner à pressentir ça, pressentir ce qui vient de l'avenir pour pas être que dans quelque chose qui nous pousse, mais aussi dans quelque chose qui nous aspire, qu'on soit inspiré par l'avenir, pas que poussé. Encore une notion à intégrer qui va nous faire... Enfin, moi, ça me fait réfléchir depuis des années, ça. Et en tant qu'éducateur, je vois bien, si je prends mon enfant uniquement par le passé, où l'enfant là, ça fait plusieurs années que je travaille avec lui, puisque c'est une pédagogie du lien, donc on reste longtemps avec l'enfant. Ah oui, c'est vrai, il fait toujours la même chose. Là, je suis dans le courant du passé. Où, mais cet enfant ce matin, comment il arrive? Je ne l'ai jamais vu en fait, depuis ce matin. Il n'a jamais été comme il est aujourd'hui. Comment j'essaye de percevoir où il en est? Quelle est sa mine? Quel est son teint? Est-ce que je vais m'attacher uniquement à ce que mes sens vont percevoir pour ressentir ce qui n'est pas encore apparent? Ou est-ce que je ne dois pas développer une autre forme de sensibilité pour justement arriver à percevoir quelque chose qui est en train de venir vers moi? Et là, je vais avoir ce double geste à mettre en route aussi. Et puis ça va me faire du bien parce que c'est toujours plus frais ce qui vient que ce qui part du passé. Ce qui vient du passé, ça nous porte. Mais ce qui vient de l'avenir, ça a quand même une fraîcheur, une légèreté, là. Ça nous fait élever. Donc ça aussi, ça va être un élément très important, de s'entraîner à voir ce qui vient. Alors quand un enfant il arrive à 7 ans, il n'a qu'une envie, c'est de devenir grand, d'apprendre à devenir grand. Et dans notre civilisation, apprendre à devenir grand, c'est aussi apprendre à lire, c'est aussi apprendre à écrire, c'est aussi apprendre à compter comme les grands, c'est aussi apprendre à dessiner, c'est apprendre à faire des choses par soi-même, etc. Et on va lui proposer des expériences, mais on va lui proposer des expériences en faisant toujours attention que c'est encore un être qui est complètement en train de se modeler et qu'il n'est pas achevé. Il est dans ce courant du devenir encore plus fort que dans le courant du passé, lui. Et donc, si je lui amène que des choses achevées, ça va faire une pierre dans son jardin et c'est dur à digérer les pierres. Et pour ça, je dois drôlement me surveiller en tant qu'adulte parce que je vis dans un monde qui, depuis la Renaissance, accentué avec le 19e siècle, accentué avec maintenant le 20e, est un monde mécanisé où la technologie a remplacé énormément de choses. Et du coup, ça a une influence sur notre pensée. On pense en technologue. On pense l'humain facilement en technologue si on ne fait pas attention. Et ça veut dire quoi, penser en technologue? Ça veut dire que une machine, normalement, il doit y avoir quelqu'un, pas forcément moi, parce que moi je suis limitée dans ce domaine-là, mais je sais qu'il peut y avoir quelqu'un qui connaît son fonctionnement de A à Z. Elle n'a pas de mystère. C'est ça le propre d'une machine.
c'est qu'elle n'a pas de mystère. Si je trouve la personne compétente pour connaître son fonctionnement, elle doit être capable de marcher, de réparer ce qui ne marche pas, ou alors c'est qu'elle est à mettre à la poubelle parce qu'elle est usée et obsolète. Et ça, c'est une pensée agissante en nous. Et on doit drôlement la surveiller, parce que ça nous enlève toutes les énigmes. Et pourtant, si je ramasse le moindre caillou, eh bien ça, c'est déjà une énigme. D'ailleurs, les enfants terrestres le savent bien, ils prennent des marteaux et les cassent pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis, il y a des adultes aussi qui l'ont fait, et heureusement, parce qu'on a découvert les merveilles dedans. Donc, le moindre caillou est une énigme, mais nous, on a tendance à penser l'homme de plus en plus d'une manière mécanique. Il n'y a plus d'énigmes, on doit tout savoir, etc. Puis il y a même la science qui est objective, n'est-ce pas, et qui nous dit tout. Mais pas tout. Et on le sait que c'est pas tout en même temps. Donc à la fois, ben oui, on est content quand même que cette science, elle ait voulu savoir, elle ait voulu chercher, elle ait voulu, etc. Mais comment nous, on doit, en face de cette science, penser l'être humain. Penser l'être humain, on ne peut pas le penser comme une mécanique. On ne peut pas penser que son cœur est une pompe. Parce que les pompes, ça ne sait pas ressentir la circulation qui vient du dedans et la circulation qui vient du dehors. Donc je ne peux pas penser ça comme une pompe. Je ne peux pas penser le ressentir de l'être humain qualitativement comme une mécanique. Une mécanique, on peut développer. Moi j'ai un frère qui est ingénieur, il développe des langues artificielles. Puis c'est quoi ça? Ben oui, parce qu'avec les bouteilles en plastique d'eau, etc., on doit savoir si ça modifie le goût, si ça modifie ça, etc. Donc ils sont très forts. Hein. Ils arrivent à faire des langues artificielles qui savent dire si l'eau va attraper un goût, et puis si, etc., etc., etc. Mais bon, quand même, moi, ma langue, elle n'est pas artificielle, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'elle est connectée à tout ce qui n'est pas langue en moi. Et donc, c'est ça qui fait qu'on est un être humain. Alors, quand l'enfant, il va découvrir, par exemple, les lettres, mais les lettres, c'est une convention humaine. Alors, comment je lui apprends une convention humaine? Nous, on a tellement l'habitude qu'on a un peu oublié comment ça s'est créé. Et si je veux tout de suite apprendre à l'enfant à lire, il y a quelque chose qui devient, d'abord ça peut être très abstrait, et il y a des enfants ça leur convient pas du tout, et puis même à ceux à qui ça convient, on assèche quelque chose qui n'est plus très vivant. Alors que si on essaie de se dire, alors, mais oui, il y a des êtres humains qui ont trouvé ce moyen pour s'exprimer, c'est formidable quand même, c'est magnifique. Mais peut-être je peux essayer de retrouver le processus qui nous a amenés à ça. Et de l'amener aux enfants dans ce processus. Et comme ça, ils vont pouvoir le prendre comme quelque chose de vivant. Et on se rend compte que si je le fais participer, alors il y a déjà quelque chose qui vient de plus vivant. Et il participe drôlement plus s'il apprend à écrire que s'il apprend à lire. Et dans l'apprentissage de l'écriture, on va choisir de d'abord passer beaucoup de temps à présenter chaque lettre. À présenter chaque lettre pour que l'enfant se lie à cette convention, mais à travers tout ce que l'humain, avec sa capacité d'imagination incroyable et de perception du monde, a mis dans cette lettre. Et alors évidemment, on va chercher comme ça, et puis par exemple... là, il y a plein d'arbres. Alors, on peut découvrir comme ça que le mot arbre, en français, il nous dit de ce que ce peuple qui parle français, il a ressenti. Un A, moi, ça me fait penser aux branches. Il y a les arbres. Ça fait ça, les arbres. Et puis, il y a 2 R là-dedans. Arbre. Ben oui, parce qu'il y a la sève qui monte, et puis il y a tout ce processus avec les saisons, ça monte, ça descend, c'est vivant là. On sent bien quand même dans l'arbre. Il y a 2 R.
c'est ça. Et puis, il y a quand même un tronc et puis une frondaison. Alors ça, c'est un B plutôt, hein, ça ferme comme ça c'est un B. Et donc, si chaque lettre, on cherche ce qui est caché dans chaque lettre comme geste, alors les mots, ils deviennent drôlement intéressants. Et on s'apercevra que non seulement les mots deviennent intéressants, mais que les autres langues, ils n'ont pas vu la même chose que nous. Parce que les Anglais, eux, ils ont vu surtout tree, c'est la verticalité de l'arbre. C'est le tronc là qui monte entre ciel et terre. Ça, c'est très les Anglais. D'ailleurs, les Anglais, ils sont tree. Hein? Et puis, et les Allemands, c'est Baum. Mais quand on connaît la mythologie germanique, ben c'est le frêne Yggdrasil avec ses 9 mondes. Là, c'est toute la frondaison de l'arbre qu'ils voient, eux. Et c'est pas la même chose. Et alors là, ça devient très vivant plutôt que de dire, écoutez mes enfants, arbre, ça s'écrit A-R-B-R-E et on va le répéter, on va le retenir, on va en faire une dictée jusqu'à ce que vous sachiez comment ça s'écrit. Bon, voilà. Vous imaginez le cerveau, il ne va pas se former pareil. Mais donc on va apprendre comme ça. Et puis les nombres, c'est pareil, parce que les nombres. Alors là, il y a des enfants, on a l'impression qu'ils sont nés avec la haine du calcul. On ne sait pas ce qu'on leur a fait avant la naissance, d'où ça vient, etc. On peut se poser des questions, on s'en pose. Mais bon, ce n'est pas ce soir le débat. Mais il y en a, c'est une allergie. Hein. Il y a l'allergie au gluten, mais il y a l'allergie au calcul. Et pourtant, qu'est-ce que c'est une merveille! Qu'est-ce que c'est une merveille! Mais évidemment, tout dépend comment on aborde ça. Alors, bon... Je m'appuie un peu sur mon expérience personnelle. Moi, j'étais une enfant. Quand on m'a dit 2 et 2, ça fait 4, et puis il n'y a pas de choix, ça m'a énervée. Pourtant, j'ai toujours aimé les maths. Mais pourquoi j'ai pas le choix? Et pourquoi 2 et 2, ça fait 4 absolument? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est insupportable. Mais c'est insupportable. Hein. Et moi, je sais que petite, ça m'était insupportable. Mais évidemment, si on me dit, ah mais non, mais regarde, 1, c'est une qualité, 1. Quand on fait 1 avec quelque chose ou quand il y a quelque chose, ça c'est quand même une qualité. Et puis c'est une qualité active. Si je veux faire 1 avec quelqu'un, c'est une dynamique, il se passe quelque chose. C'est pas la même chose que 1, 2, 3, 4, voilà, j'en ai qu'un. C'est pas que quantitatif, c'est qualitatif et c'est surtout actif. Et 2. 2, c'est quand même quelque chose aussi. C'est une qualité, 2. D'abord, c'est incroyable. Il n'y a que 2 sexes au monde. Moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, j'ai toujours trouvé que ça manquait un peu d'imagination. Des hommes et des femmes. Voilà, mais il n'y en a que 2. C'est comme ça. C'est une réalité. Il y en a 2. Et puis, très différents. Hein. Et il y a le jour et la nuit. Ça, c'est 2 qui s'expriment. Ah! Et puis c'est les 2 bouts du bâton. Chacun est à un bout et voudrait quelque chose. Hein. Et puis, tension. Voilà. Ah, mais il y a aussi les 2 qui se réunissent. Ah, mais là, est-ce que c'est encore 2? Est-ce que ça devient 3? Voilà. Et il y a quelque chose qui agit. Et on peut aller comme ça, beaucoup de nombres. Hein. Et la qualité des nombres, c'est une merveille. Donc on va leur apprendre la qualité des nombres, puisqu'on doit former leur capacité à percevoir le qualitatif, à le nommer, à le différencier. Et à voir, ben oui, là c'est le 2 qui est là, oui, ah mais là c'est le 1, non, mais là c'est le 3. Et alors le 3, mais c'est une merveille. Quand on pense en 3, on est déjà sorti de la dualité, on va beaucoup mieux, on respire, mais d'ailleurs c'est normal puisqu'on est des êtres en tripartition de lettres, on a 3 systèmes. Donc on se sent mieux dans le 3 quand même que uniquement dans la polarité où il y a les bons, les méchants, etc. Hein, c'est le mien maintenant. Et donc 3 c'est une nouvelle unité, c'est un nouveau monde qui commence. Et puis justement dans le 3, il y a l'intérieur et l'extérieur qui apparaît. Hein, 2, on est encore comme ça. 1, c'est plein, ça prend tout. Donc il ne peut pas y avoir d'intérieur et d'extérieur. Mais dès que le 3 arrive, ça y est, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Il y a une nouvelle solution, et une solution vivante.
Parce que ça ne reste pas comme ça éternellement. Non, il y a même des enfants qui arrivent, hein, quand il y a un homme et une femme qui se rencontrent, il y a même des enfants qui arrivent, ça fait 3, c'est une famille. Et cette qualité, elle est formidable, mais elle est agissante. Et alors, ça ne va pas nous empêcher de compter, parce que bien sûr que c'est intéressant de compter. Mais c'est autre chose de dire à un enfant, 2 et 2, ça fait 4, et c'est comme ça. Et puis de lui avoir fait vivre, qu'est-ce que c'est le 4 hein, cette stabilité-là, du carré. Ça, c'est 4. Les 4 pieds d'une table. Ça, c'est 4. Et puis, tu sais, 4, évidemment, ça peut être 2 pieds d'une table plus 2 pieds d'une table. Mais ça peut être aussi 3, puis tu en rajoutes 1. Et puis, ça peut être 5 et on en enlève 1. Puis ça peut être 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ah, mais ça y est, ça on commence à être libre. C'est pas 2 et 2, ça fait 4 pointes à la ligne, et t'as pas le droit de chercher. C'est comme ça, tu dois le savoir. Non. 4, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qualitativement, et c'est beaucoup de choses quantitativement. Et tout de suite, évidemment, si on les met en mouvement, les nombres, eh ben, on a les 4 opérations qui sont là, parce que les 4 opérations, elles sont là dans notre vie. C'est pas le même geste si j'ai une graine que je plante pour qu'elle se multiplie, que si j'ai quelque chose, un panier avec plein de pommes, et puis que j'ai envie de partager, mais pas forcément de partager en part égale. Que, ben, je sais, chez elle, il y a 8 enfants, ben, je vais lui donner 8 pommes. Et puis lui, il vit tout seul, ben, je vais lui en donner qu'une, pour en avoir assez pour les autres. Et donc, je vais partir de tout ce que j'ai, et puis je vais pouvoir apprendre que ben, c'est 8, plus 1, plus ceci, plus cela, plus cela, plus cela. Donc forcément, on a l'addition. Et puis, on va avoir des moments où, en effet, on dira « Ah ben non, là, on veut exactement partager pareil pour tout le monde. » Là. Et bien ça, c'est la division. Et donc, tout de suite, on va aborder les 4 opérations dès qu'on va introduire l'idée du calcul. Et les enfants, ils rentrent en plein dedans et ils commencent à saisir de quoi il s'agit. Le moins, par exemple, pour les mélancoliques, ça fait du bien. Hein, parce qu'on a toujours un manque de quelque chose. Ce pauvre moins, il perd toujours quelque chose. Il y a toujours un truc en moins, etc. Voilà. Et on s'y lie avec son sentiment. Et si on s'y lie avec son sentiment, on va peut-être pouvoir reconnaître une situation où on aura besoin d'utiliser cette opération. Mais on l'aura parce qu'on s'est lié avec le sentiment. Et donc on a laissé une plasticité au cerveau dans sa manière de se faire ses représentations. Et alors dans un premier temps, on va encore le faire très lié au sens, à l'expérimentation. Mais il doit apprendre à aller dans l'abstraction. Mais on ne va pas le faire trop tôt. Et alors à 9 ans, il y a quelque chose d'incroyable. Et bien sûr, ça se traduit toujours dans le corporel. C'est que ce battement du cœur dont je vous parlais tout à l'heure, où c'est 4 battements pour une pulsation. Et puis quand on multiplie ça par le nombre d'heures dans une journée et qu'on multiplie ça par le nombre d'heures dans une vie et qu'on multiplie ça par une vie de 72 ans, on retrouve les mêmes rythmes que les années solaires. Vous savez, le point vernal qui se déplace. On retrouve les mêmes rythmes. Ça prouve qu'on est vraiment unis au cosmos. Mais ça, on ne va pas en parler tout de suite aux enfants. Mais donc, ce moment où ça y est, ça s'est régulé, tout ce qui nous monte de notre organisme ne nous met pas dans un état comme les petits-enfants. Hein. Et heureusement qu'ils ont ça, parce qu'au début, ils ne parlent pas. Alors, s'ils ne se mettaient pas à crier quand ils ont faim, ben, on ne saurait pas qu'ils ont faim. Mais quand même, avec le temps, on souhaite pour eux qu'ils ne soient pas uniquement impulsion, réaction, émotion, réaction, etc. Parce que ça ne laisse pas libre, ça les rend pas libres. Nous non plus, évidemment, autour, mais eux encore moins. Et cette liberté, elle va s'acquérir parce qu'il y a petit à petit une séparation qui va se faire, une intériorisation. Ils vont pouvoir avoir ces émotions qui montent
et qui restent un moment à l'intérieur, justement, ils vont pouvoir commencer à les ressentir sans qu'ils soient trop submergés par leurs émotions. Et ça, c'est entre 9 et 12 ans. C'est ce fameux passage. Mais ce passage, il nécessite une distance. De la même manière que le petit enfant, il n'a pas pu apprendre à parler tant qu'il ne s'est pas mis debout face au monde. De la même manière, pour pouvoir rentrer dans un qualitatif et avoir une distance par rapport à son ressentir, ses émotions, eh ben, ça demande d'être un peu moins fusionnel avec son entourage. Ça demande d'être un peu moins fusionnel avec ce milieu qui vous a permis de vous construire jusque-là. Ça y est, c'est à nous, c'est notre jardin privé. Mais ça veut dire qu'il y a une limite. Ça veut dire que je ressens que quelque chose peut s'arrêter. Je ressens qu'il peut y avoir même une mort. Et il y a des enfants qui le ressentent tellement fort à 9 ans qu'ils ont des angoisses très importantes. Qu'ils ont peur de la mort, ils l'expriment quelquefois. Quelquefois, ils ne l'expriment pas. Et c'est bon de savoir que ça peut être en arrière-plan. Et puis, tout d'un coup, alors, les parents, ils disent aujourd'hui, oh là là, ils sont des préadolescents parce qu'ils s'opposent aux parents. Oui, ils commencent à dire non d'une manière très affaiblie. Oh, ils ont déjà dit, hein, ils ont appris tôt à dire non. Mais c'est pas de la même manière, là. Et ben oui, parce que jusque-là, le monde et eux, c'était quand même un peu la même chose. Tandis que là, ils ont de la distance. Ah mais tiens, mais une telle, elle n'est pas comme je croyais qu'elle était. Elle est autre. Donc évidemment, on devient un peu critique. Et puis nos parents, ben, on commence à les voir. C'est chouette pour les parents. Parce qu'ils nous renvoient évidemment des choses qu'ils voient. Et puis... si je vois les autres, mais c'est que les autres me voient. Panique. Et ça, on le voit dans les classes. À partir de 9 ans, ils commencent à se regarder. Et ils commencent à sentir que les autres les regardent. Et ça, c'est une épreuve. Alors, il y en a qui vont vivre cette épreuve d'une manière téméraire, en affirmant, c'est moi. Voilà, ils prennent toute la place. Comme ça, ils remplissent à nouveau le vide par eux-mêmes. Donc... on leur apprend à doucement, doucement, doucement. Et puis il y en a d'autres, au contraire, ça va être un recul total. Et il faut faire très attention à tout ce qu'on fait, à comment on s'habille, etc., parce que les autres vont dire, etc. Donc tout ça, on doit l'accompagner. Mais il y a une erreur qui est faite très souvent, c'est qu'on croit, parce qu'ils affirment là très fort j'aime et j'aime pas, évidemment, puisqu'on est dans le monde du sentiment, dans le monde de ce qui va nous donner envie de bouger, en fait, d'agir. Parce que si on aime, on va vers, et puis si on n'aime pas, ben on recule. Hein. Donc c'est le mouvement qui se manifeste là. Mais ces mouvements-là, on va croire qu'on va respecter l'individualité de l'enfant si on écoute ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors oui, il faut l'écouter, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, mais pas forcément pour que ça nous dirige dans nos actes et dans ce qu'on va amener. Non, on va lui amener à qualitativement différencier les choses, justement. Et ça, c'est drôlement difficile à notre époque parce qu'on croit qu'on rassure les enfants, par exemple, en leur disant que tout ce qu'ils font, c'est beau. Alors évidemment, il n'est pas question de leur dire que ce qu'ils font, c'est laid. Mais une fois qu'on a dit que c'était beau, on a émis un jugement aussi terrible que quand on a dit que c'était laid. Et non seulement à l'enfant à qui on le dit, mais à l'enfant qui est à côté et qui l'entend. Moi, j'ai vu des enfants, parce qu'ils faisaient une peinture ou un dessin, on dit « Ah, c'est beau ce que tu as fait !» Mais les enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de nous faire plaisir, en fait. Il ne faut pas croire qu'ils apprennent à cet âge-là pour apprendre, hein. Il y en a quelques-uns. Mais fondamentalement, ils font ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, ils ont envie de nous faire plaisir. Et donc si on dit c'est beau, alors on peut induire pour l'enfant, ah, je veux lui faire plaisir, donc je vais toujours faire comme ça, parce que ça, elle aime. Et là, attention, est-ce qu'on l'aide à se développer quand on fait ça ? Et si on... Mais alors ça nous demande un effort, parce que dire c'est beau, on aime bien.
Et puis dire à un enfant ah, ton dessin, t'as fait un soleil, ah, il brille ton soleil. Et est-ce que tu crois tu voudrais qu'il brille plus ou pas? Ou tu voudrais chercher qu'est-ce qu'il a voulu montrer et l'aider à le faire? Et pour ça, c'est justement lui apprendre à affiner, à s'intéresser à ce qu'il fait, à s'intéresser. Et puis, les mamans, elles le font pas mal. Mais je ne sais pas pourquoi, souvent, entre comme ça, 7 et 14 ans, il y a plein de papas qui abandonnent l'éducation à la maman. C'est pas que ça les intéresse pas, mais c'est qu'ils disent que c'est le domaine de la maman. Et moi, j'ai vu que à cet âge-là, eh ben, le Dieu de l'enfant, c'est son père. Et si son père, il s'intéresse à tout, sauf à ce qu'il fait en classe, ben, l'enfant, on ne voit pas pourquoi il s'intéresserait, hein, puisque son Dieu, il ne s'y intéresse pas. Donc, avec un peu de chance, s'il aime ce qu'il fait, il va continuer. Mais si le père ne s'y intéresse pas, il ne s'agit pas que le père juge ou quoi que ce soit, ou qu'il fasse les devoirs avec l'enfant, etc., mais qu'il s'y intéresse, qu'il ait de l'intérêt pour comment l'enfant il a fait. Alors là, c'est une aide énorme. Et alors, entre 9 et 12 ans, notre rôle, il est que l'enfant ne s'enferme pas dans son j'aime pas, mais qu'on lui amène le monde d'une manière vivante, surtout à notre époque où on est séparé de la nature beaucoup, parce que même si on vit dans la nature, on ne vit plus professionnellement avec la nature. Donc, dans notre pédagogie, on va amener les périodes sur les animaux, l'homme et les animaux, parce qu'on va toujours tout rapporter à l'homme. L'homme et les animaux, et l'homme et les plantes. Et ensuite, l'homme et le monde minéral. Donc, c'est 3 grands règnes qui nous accompagnent dans notre existence. Mais c'est pareil, on ne va pas le faire d'une manière encyclopédique. Et là encore, c'est une chance, parce que finalement, avec les ordinateurs qui ont été créés par des gens qui n'en avaient pas quand ils étaient petits, il faut quand même s'en rappeler, eh ben, on pourrait dire, et puis ils voient plein de choses à la télévision, ils voient des documentaires sur les animaux, ils voient des documentaires sur les plantes, des choses très intéressantes, très savantes. Et nous, ben, c'est pas du tout comme ça qu'on va le prendre. On va essayer de leur donner le vivant de ça. Le vivant de ça et le lien avec eux en tant qu'être humain. Et je ne vais pas développer parce que ça prendrait beaucoup trop de temps pour ce soir, mais donner juste peut-être une toute petite image. Ben voilà, j'étais dans la classe d'Idelette et puis elle avait dessiné une belle girafe. Alors moi, j'adore les girafes. Donc on peut parler aux enfants des girafes. Et on peut leur dire, c'est un mammifère qui a 4 pattes, qui vit en Afrique, et qui se comporte comme ça, etc. Des choses très, très, très intéressantes. Mais on peut aussi essayer avec eux de voir... vous avez vu la robe de la girafe? Vous avez vu les formes de la robe de la girafe? Elle vit où, la girafe? Elle vit dans des pays où, quelque part, la terre se craquelle. Parce qu'il fait très chaud. Et quand elle se craquelle, la terre de ces pays-là, eh ben, c'est les mêmes formes que ce qu'il y a sur la robe de la girafe. Ah, d'accord. Et puis la girafe, on aime bien quand on apprend le chien il aboie, le chat il miaule, et puis on imite tous les... C'est magnifique pour les enfants. Et la girafe, elle fait quoi? C'est le seul animal qui fait rien. Vous vous rendez compte? Elle est là-haut, perchée. Elle voit tout. Tout. Elle dit rien. Rien. Et pourtant, on sait que l'organisation de la vie des girafes, c'est d'une sagesse. Il ne laisse jamais les enfants tout seuls. Hein. Tout le monde s'y met, les mâles, les femelles, etc. C'est magnifique. Puis quelle élégance. La manière. Essayez de marcher à l'amble, comme les girafes. Bon, on apprend aux enfants à marcher à l'amble. C'est beau, c'est d'une grâce. Avec ses yeux extraordinaires. Elle voit tout là-haut. Et pourtant, elle mange des acacias, elle adore ça, avec les épines. C'est bizarre, ce truc. Voilà. Bon, enfin, on peut dire plein de choses sur la girafe. Moi, je pourrais vous en parler longtemps, je les adore. Mais
leur amener quelque chose comme ça, de vivant aussi, pas de savant. Alors il y en a des enfants qui sont savants, et tant mieux parce qu'ils nous aident. Ceux qui savent comment vivent les girafes avec les enfants, etc., ça va nourrir l'élément vivant. Hein. Donc il n'est pas question de le rejeter, mais il est question que ce ne soit pas l'essentiel du contenu. L'essentiel du contenu, c'est... Et puis après, de se poser la question, ah ben tiens, est-ce que moi, il y a une part en moi qui est girafe, tiens. Ou alors, je me souviens comme ça, parce que c'est les 4e classes vers 10 ans, on avait fait avant les chevaliers, et puis tout d'un coup, on a dit, ah ben tiens, on va tous se faire des blasons. Et puis chacun devait essayer de choisir pour les autres quel animal ce serait. Alors évidemment, on cherchait un bel animal, etc. Alors il y en a qui vous disent, ah ben toi tu seras... Ah lui c'est un sanglier blanc. Qu'est-ce que c'est un sanglier blanc? Est-ce qu'il continue à foncer dans n'importe quoi? Non, il a la force du sanglier, mais il est devenu blanc. Alors ça, on peut le mettre sur un blason. Voilà. Et à cet âge-là, monsieur parlait de moralité ou madame parlait de moralité, mais c'est comme ça qu'on éduque la moralité. Qu'est-ce que c'est qu'un sanglier qui arriverait ou que moi, en tant qu'homme, j'ai la force du sanglier, la puissance du sanglier, mais qu'elle ne soit pas pour mon égoïsme personnel, mais pour quelque chose de plus grand. Ah, ça devient blanc. Ah, ça veut dire qu'on a fait un travail sur les couleurs, non? Parce que sinon, si on le dit comme ça, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que c'est blanc, hein? Et pareil, quand on va amener le monde des plantes, on va bien sûr observer et apprendre plein de choses sur les plantes, mais si je dis qu'une jonquille, c'est un monocotylédone, et puis qu'il a une feuille lancéolée, etc., bah oui, c'est intéressant, hein, mais c'est pas très vivant. Tandis que si je dis aux enfants, mais vous avez vu... les jonquilles, elles sont tellement curieuses que dès que le printemps arrive, elles ne prennent pas le temps de se faire des feuilles très découpées, etc. Non, elles y vont, et puis elles sortent un œil et des oreilles. Et elles regardent tout. Vous les avez vues? Au printemps, elles sont là. Mais moi, quand je vois des jonquilles, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont là. Et elles écoutent tout ce qui se passe, Elles me regardent, elles m'écoutent, elles écoutent tout, etc. Oh, ça, c'est une jonquille. Voilà. Et donc, bah oui, c'est une jonquille. Elles sont comme nous, elles sont toutes contentes que le printemps arrive, etc. Et puis, elles sont pas folles, parce qu'elles veulent pas louper. Elles savent que ça va recommencer le printemps, donc avant de faner, vite, elles se refont une fleur. En réserve pour le printemps d'après. Voilà. Donc, ça y est, on a parlé des plantes. C'est ça entre 9 et 12 ans. C'est vraiment ça. C'est d'amener tout d'une manière goûteuse, suave, juteuse, tactile, de mettre tous les sens en branle pour que le vivant ressorte. Alors évidemment, il faut travailler, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Et l'orthographe, les enfants ne sont pas du tout dans des relations de cause à effet à cet âge-là. On le sait, les neurosciences nous le disent. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour que ça fasse les connexions comme ça. Ils sont dans le vivant. Donc, qu'on leur parle de la grammaire, oui, parce que la grammaire, c'est l'esprit de la langue. Parce que quand on sait ce que c'est qu'un nom, c'est quoi un nom ? C'est extraordinaire un nom. Hein. On en parlait ce matin, je disais, mais vous imaginez si je prends une photo de vous bébé et puis que je la montre à tout le monde ici, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui vous reconnaîtront. Hein. Bon. Et bien pourtant, vous avez le même nom et c'est ce qui montre ce qui demeure depuis que vous êtes bébé jusqu'à aujourd'hui. C'est votre nom. Vous savez que c'est vous. C'est incroyable ça. Mais il y a aussi des pommiers. Les pommiers, ils sont complètement différents. Au printemps, c'est une splendeur. Quand on les voit en hiver, on ne peut pas savoir que ça va être aussi beau au printemps comme ça. Et puis, ils sont tellement beaux au printemps qu'on pourrait croire que ça y est. Mais en été, ils sont encore très, très, très différents. Puis alors, à l'automne, voilà, c'est avec les pommes jaunes, rouges, c'est encore un autre monde. 4 différents. Mais c'est quand même le pommier, hein. C'est ce qui demeure, le nom. Donc, oui, si on aborde la grammaire, l'esprit de la langue comme ça, alors oui, ça a du sens. Mais
L'orthographe, on va la travailler comme le respect de la convention. Vous voyez, les enfants, ça s'écrit comme ça et on les accompagne à chaque fois pendant longtemps. Hein. Ça s'écrit comme ça. Mais il ne faut pas rêver. De toute façon, même dans le public, ils n'y arrivent pas avec d'autres méthodes. Et on sait, les professeurs des grandes classes, ils disent, sauf les visuels, qui ont une mémoire visuelle qui retient tout, et pour eux, c'est une orthographe naturelle, les autres, c'est pas avant l'âge de 15 ans qu'on rentre dans les relations de cause à effet suffisamment pour appliquer la règle qu'on connaît. Bon, ben voilà, une fois qu'on le sait, on n'a plus besoin de s'angoisser avec ça. Il faut continuer à le donner. Il faut montrer combien on a du respect pour cette chose-là. Parce que ce sont les êtres humains qui en ont fait une convention. Et que les conventions d'êtres humains, c'est quelque chose de précieux. Mais il ne faut pas exiger qu'ils y arrivent et leur dire qu'ils sont mauvais s'ils n'y arrivent pas et que du coup, ils n'osent plus s'exprimer par écrit. Parce que là, on a tué leur capacité à s'exprimer par écrit. Et c'est magnifique, ils savent le faire très tôt de ça, si on l'exerce. Dès les 7-8 ans, on leur fait écrire, puis on dit, essaye au moins de relire ce que tu as lu. Et puis pendant longtemps, ils vont écrire un peu phonétiquement, etc. Et si ça vient d'eux et qu'ils racontent, qu'ils ont appris comment raconter, et puis petit à petit, comment trouver un style, comment faire, etc., parce qu'on va les faire beaucoup écrire. Les fautes d'orthographe, petit à petit, on les corrigera. Toujours, non, on les corrigera. Mais c'est pas grave. Voilà, ça ne devient pas cette chose qui paralyse. Mais la grammaire, on va vraiment la travailler parce qu'elle est très très précieuse. Je ne peux pas tout vous développer de la grammaire parce que c'est une merveille. Et puis il y a l'histoire. L'histoire, le lien avec le passé. Oh, mais ça c'est extraordinaire. Alors on est dans un pays judéo-chrétien et à 9 ans, au moment où les enfants ils ont comme ça une inquiétude sur le monde, ils ont besoin d'entendre ce que les hommes ont raconté, l'origine du monde. Alors on va commencer par la Genèse, parce que c'est encore la culture la plus répandue. Et puis l'année d'après, on racontera la mythologie germanique, et puis on racontera la mythologie celtique, et puis on racontera évidemment la mythologie de l'Inde, et puis celle de la Perse, et puis celle de l'Égypte. Comment les hommes dans les différents endroits, ils ont ressenti ce qui s'était passé, et comment dans le développement, parce que tout ça, petit à petit, on va arriver à l'Égypte, à la Grèce, mais à travers les récits mythologiques, jusqu'à 12 ans. Et puis en 12 ans, on passe avec la Grèce, ça c'est un moment magique, on passe de la mythologie à l'histoire avec les guerres puniques. Parce que là, on rentre dans notre histoire. Mais on ne leur a pas raconté l'histoire avant, autre que les mythologies. C'est que des récits. Et puis on va continuer jusqu'à 14 ans. Et on va arriver jusqu'à nos jours. C'est hyper compliqué, hein. Mais essentiellement à travers des récits qui racontent la vie des hommes à ces périodes-là, la vie de certaines biographies, comment les individus ont amené des nouveautés, des choses qui ont changé le monde. Le 19e siècle, raconter comment un Thomas Edison, il a inventé l'ampoule, c'est extraordinaire pour les enfants, mais ça lui a donné... C'est l'être humain dont on va parler toujours jusqu'à 14 ans. C'est l'être humain dont on va parler. C'est lui dans l'histoire, c'est lui dans son lien avec la botanique, c'est lui dans son lien avec la zoologie, c'est lui dans son lien avec le minéral. Et puis, à partir de 12 ans, alors on sait, à partir de 12 ans, ça y est, les relations de cause à effet commencent à être possibles, le cerveau est arrivé à une maturation où on a encore une plasticité, mais où les synapses et tout ça se font de manière à ce que cette relation de cause à effet commence à venir. Et évidemment, il y a tout un énorme pan que je n'ai pas abordé, et qui est pourtant essentiel dans nos écoles, c'est tout le domaine de l'art. Mais je ne l'aborde pas ce soir parce que ce qui me paraît le plus important, c'est l'art pédagogique. On a tendance à croire toujours que les écoles Waldorf, c'est des écoles qui vont faire des artistes. Oui, je l'espère, des artistes de leur vie, des artistes de leur biographie. Ce ne sera pas forcément des artistes plasticiens ou des artistes musiciens ou des artistes, etc. Mais l'art est l'élément par excellence qui va nous aider
surtout entre 7 et 14 ans, mais ensuite après et d'une autre manière, à justement travailler sur ce qualitatif, sur cette sensibilité, etc., à condition qu'on rentre là aussi, qu'on leur donne les éléments de pratiquer des expériences avec les couleurs et de leur apprendre à comprendre le langage des couleurs, le langage des formes, et pas à répéter, à copier ce qu'ils voient. Non, qu'est-ce que c'est qu'une droite? Qu'est-ce que c'est qu'une courbe? Comment je la forme? Comment, si j'utilise un bleu et que je le mets à côté d'un jaune, ce bleu et ce jaune ne se parlent pas de la même manière que si je mets un autre bleu avec un autre jaune. Et la rencontre, elle sera encore différenciée. Et donc, tout ce langage artistique qui est d'une grande exigence, en fait, qui est d'une grande exigence et qui va leur permettre de nommer, d'affiner cet être intérieur. Et cet être intérieur, ce qu'on va chercher le plus, en fait, c'est qu'il soit tout le temps dans un état de disponibilité pour vivre des expériences, ayant vécu ces expériences le plus libre possible dans son sentiment, parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'il soit très vigoureux dans sa santé, et ça c'est surtout la première septaine, mais ce qu'on fait dans la deuxième septaine, c'est qu'il soit libre dans ses sentiments. Que sa liberté dans sa vie, elle puisse s'exercer parce qu'il a suffisamment de capacité à pouvoir dialoguer avec lui-même dans ce qu'il ressent et que ça devienne des outils de perception plutôt que des choses qui le submergent et qui ne le laissent pas libre. Et tout ce qui est artistique va aider à ça. Parce que la musicalité, c'est une chose, surtout quand on la travaille en orchestre, mais même avec soi-même. Et donc, il y a énormément à développer. Ce qu'on va développer au niveau des travaux manuels, ça va être aussi ce lien entre la représentation, ce que mes mains font, etc. Donc ça, il y aurait des pans entiers à développer. Mais on voit bien que dans une soirée, on ne peut pas faire tout ça. Et quand l'enfant va arriver donc, à 12 ans, on va l'amener encore donc à traverser cette capacité à nouveau rencontrer le monde à travers ses perceptions, dans des expériences qui vont toucher la physique, qui vont toucher la chimie, qui vont toucher les substances, quelque chose qui devient un peu plus mort. Parce qu'il a besoin là de calmer la vie pour pouvoir penser. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais moi j'ai essayé pour les enfants justement de marcher à quatre pattes et en même temps d'essayer de faire un raisonnement géométrique. C'est hyper compliqué, hein, on n'arrive pas. Hein. C'est parce que si on est trop ou en courant, etc., on n'arrive pas. En revanche, en marchant, il y a un certain rythme, là, quelquefois on peut élaborer des pensées drôlement intéressantes. Mais il faut quand même calmer la vie. Pour pouvoir penser, la tête, elle a besoin de ce calme. Hein. Elle a besoin qu'il ne fasse pas trop chaud, elle a besoin qu'il ne fasse pas trop froid, elle a besoin que ça ne se remue pas trop dans tous les sens, etc. Et là, elle peut commencer à avoir une pensée qui se dégage petit à petit. Mais entre 12 et 14 ans, ils ne sont pas encore adolescents. Et pourtant, on croit. Et c'est vers 14 ans que là, ils vont commencer en effet à descendre dans la pesanteur, faire l'expérience de la pesanteur. Et évidemment, c'est une expérience qui n'est pas toujours simple, et puis qui fait que dans un premier temps, ces enfants, à 12 ans, un enfant, c'est d'une beauté, d'une harmonie, qui avait cette légèreté de l'enfance, ça descend. Ils font l'expérience de la pesanteur. Et donc, ils doivent ensuite repartir de leur propre force pour arriver à faire quelque chose. Et ça, ce sera les grandes classes. Mais nous, on aura préparé le terrain en permettant qu'ils restent plastiques, qu'ils restent libres dans leurs sentiments et qu'ils puissent maintenant vouloir aimer le monde, qu'ils soient disponibles d'aimer le monde dans cette liberté et pas prisonniers de leurs sympathies, de leurs antipathies. Et c'est ça notre travail, hein. C'est presque ça l'essentiel de notre travail, entre 7 et 14 ans. C'est de faire en sorte qu'ils soient libres dans leurs sentiments.
Mais il faut en amener des choses. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Et les grandes classes, évidemment, ensuite vont amener l'élément de la clarté de la pensée. Et ce qu'on voudrait, c'est que après ces 3 septaines, eh bien, on ait des êtres qui soient vigoureux dans leur corps, qui soient libres dans leurs sentiments et qui soient clairs dans leurs pensées. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et partager. Merci. Merci. Pour moi, ce que j'appelle libre dans le sentiment, c'est justement de les accompagner à être dans la différenciation de leurs propres sentiments. Parce que le fait d'être dans une légère différenciation par le qualitatif, ça les aide à être moins submergés. Et donc, c'est difficile à répondre comme ça parce que les choses sont toujours contextuelles. Mais une colère, je défie qui que ce soit devant une vraie colère d'arriver à les dissuader et de les emmener à ce moment-là dans la dentelle. C'est pas à ce moment-là qu'on va y arriver. Parce que, voilà. Et notre capacité individuelle à supporter quelque chose, on doit la respecter aussi. On doit se respecter soi-même. Et on n'a pas forcément... on n'est pas forcément un bon parent parce qu'on accepte tout. Cette idée d'être un bon parent qui fait que beaucoup de parents culpabilisent aujourd'hui, beaucoup de pédagogues aussi d'ailleurs. Parce que je ne sais pas pourquoi dans l'air du temps comme ça, il y a une idée comme quoi on serait un bon parent ou un bon pédagogue si on était capable de tout supporter en restant zen. Mais c'est pas vrai, on n'est pas comme ça. C'est pas ça la réalité. Donc moi je crois que le lien, justement le lien qu'on a avec les enfants, si c'est un lien qui s'intéresse à découvrir de plein de manières, parce que pour chacun ça va être assez différent, mais de vraiment savoir de quoi il s'agit en tant qu'être humain et de quoi cet enfant me montre depuis que je le connais, de ses intérêts, voilà, comment à travers ces repères que j'ai essayé de dénier, lui ou elle a manifesté qu'elle était plus intéressée par des choses qui sont liées à la terre ou plus intéressée par des choses qui sont liées à des idées ou à des... Parce que chacun est très très différencié en fait. Et ce lien que je cultive avec l'enfant au jour le jour va me permettre si j'en cultiverai aussi avec moi-même en fait, parce que c'est notre propre auto-éducation qui nous permet d'éduquer des enfants. Sinon, de quel droit ? C'est parce que nous-mêmes, on s'auto-éduque et qu'on cherche qu'on peut accompagner l'enfant. Mais parce qu'on a confiance qu'on est dans le lien, qu'évidemment, on va faire des erreurs avec lui, mais l'enfant va nous montrer qu'on a fait une erreur et on pourra le voir et alors on le réparera. Et si on est dans cette attitude-là, la vie ne va pas être facile, elle ne l'est pas. Mais on peut quand même avoir confiance qu'on ne fera pas des dégâts très graves. Bon, après, tous ceux qui sont grands-parents sont passés par la phase où nos enfants sont venus nous dire un jour, pas forcément de la manière la plus délicate, tout ce qu'on avait fait mal avec eux, et c'est sûrement vrai. Mais oui, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on était. Et puis voilà. Et on continue à les voir et à les connaître et à les accepter. Puis ça nous fait évoluer. Mais pour moi, il n'y a pas de parent idéal, il n'y a pas de professeur idéal, il n'y a pas de... Voilà, on est en lien les uns avec les autres. Et justement, de se parler, de rencontrer d'autres parents qui ont des enfants du même âge, de s'apercevoir que mon enfant en ce moment est très difficile. Ah oui, mais il n'y a pas que le mien, il y a le sien aussi, puis il y a le sien aussi. Déjà, je respire, je ne suis pas toute seule à vivre ça, voilà. Mais il n'y a pas de recette, il n'y en a justement pas. Et je trouve très intéressant, encore une fois, qu'on soit dans cette situation en ce moment, qui est une grande tension, où au niveau de la connaissance, entre guillemets, des savoirs, il suffit de prendre son appareil et de se brancher pour savoir tout ce qu'on veut savoir, comment je fais la soupe, mais aussi quelle est la position de Neptune aujourd'hui, etc., etc. En fait, je peux tout savoir en 2 secondes. Mais comment je dois être avec l'autre, je ne peux pas le savoir d'avance. Et ça, quelle chance!
chouette. Je ne peux pas le savoir d'avance, je dois l'inventer. Je dois inventer et je dois justement apprendre l'altérité, à accueillir avec bonheur que les autres soient différents de moi. Ah, chouette. Ils ne sont pas tous comme moi. Parce que le problème de ces instruments, et surtout de tous les logiciels entre ce qu'on appelle le GAFA, c'est qu'ils nous enferment, ils enferment les gens en eux-mêmes. Ils sont construits d'une manière tellement intelligente que, vous savez, qu'il y a des gens qui passent leur temps avec les logiciels performants à repérer selon les recherches que l'on fait, ce que l'on a, etc., pour nous proposer sans arrêt des choses qui sont censées nous intéresser. Et ça a comme effet qu'au lieu de vivre dans un monde qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de découvrir, de plus en plus, on est dans une sphère qui nous renvoie notre propre miroir. Et ça, c'est le plus difficile. Et je vous parlais de ces recherches de dimanche dernier. Il y avait des gens qui sont en université de recherche sur l'éducation et qui disaient que justement les enfants qui sont nés avec le numérique, une des choses qui leur est la plus difficile à l'heure actuelle, c'est de prendre des décisions. Parce qu'il y a non seulement sans arrêt un potentiel énorme qui leur est proposé d'après leurs affinités, mais en plus, on peut tout de suite effacer, prendre une direction et puis dire non, finalement je change et j'efface tout ce que j'avais fait là et je vais dans une direction. Et du coup, ils ne savent plus prendre des décisions. Donc, on voit comment il faut s'intéresser à la singularité de chacun, mais pas en faire l'esclave. C'est drôlement particulier, hein, parce que si on l'enferme dans ses affinités, ben, il ne voit plus que lui, et puis c'est épouvantable. Et quand on dit qu'il ne voit plus lui, il ne voit plus que son ego. C'est même pas lui. Parce qu'on ne se rend compte que justement quand on rencontre l'autre. C'est fabuleux. On voit bien comment, avec chaque personne, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Avec chaque situation différente, il y a une autre part de nous qui se montre. Donc si on veut se connaître soi-même, il faut rencontrer l'étranger, l'autre, l'altérité. Donc ça aussi, c'est très présent dans notre pédagogie, justement, dans le fait que les classes restent les mêmes pendant longtemps, que le professeur reste le même, etc. Parce qu'on dit qu'en tant que professeur, on va beaucoup imprégné de ce que l'on est, les élèves que l'on a pendant 8 ans. Et c'est vrai. Mais je peux vous dire, pour l'avoir fait 2 fois, qu'on n'est pas les mêmes après avoir eu une classe pendant 8 ans. Ils vous ont changé aussi. Hein. Et on le voit bien avec nos propres enfants. Nos enfants nous changent. Dieu merci. Oui, hein, heureusement. Oui. Mais on est à une époque où tout ça, ça monte à la conscience. Alors que c'était peut-être à d'autres temps quelque chose de plus instinctif, de plus... Aujourd'hui, on doit le conscientiser et le vouloir. Donc c'est un autre chemin. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à 2 choses différentes. Il n'est pas question de ne pas accepter ce monde, mais de même que ça viendrait à l'idée de personne, normalement, de donner de l'alcool à des enfants avant qu'il soit fini, quoi. Même si ça vient très tôt à l'heure actuelle. L'alcool, de la même manière, je veux dire, un cerveau qui n'est pas fini, il ne faudrait pas y mettre plus que 2 heures devant des écrans. Mais c'est l'essence, c'est de cultiver une vie sensorielle extrêmement riche. Et une vie aussi active, très riche, enfin, de mettre l'enfant dans l'enfant, l'adolescent, etc., qui vivent des expériences où toute sa corporéité est engagée, où il va pouvoir ressentir, parce qu'à ce moment-là, c'est riche. Et donc après, il ne va plus avoir envie de se contenter. Bien sûr qu'il voudra être quelqu'un de son époque, et être connecté, etc. Mais il n'aura pas que ça comme alternative, il en aura plein d'autres qu'il aura développées. On essaye en tout cas, hein, c'est l'objectif. Est-ce qu'on va y arriver? En France, c'est difficile, les écoles Steiner, vous le savez bien. Parce que ça marginalise.
Et que ce n'est pas l'objectif des écoles Steiner de marginaliser. C'est la réalité française, mais ce n'est pas l'objectif. Ça va être quelque chose de plus en plus important, de veiller à ce que tous les sens puissent être en relation avec des choses vivantes. C'est ça qui est très, très mis en danger, quoi. C'est que la vie des sens puisse continuer à... Et en même temps, je pense qu'il faut avancer avec une conscience et comment dire ça? On voit bien qu'on est à une époque où on a besoin de développer la capacité d'autonomie, de liberté dans la détermination de ce qu'on veut faire, etc. Donc la conquête de la liberté est très importante. On voit aussi que c'est une époque où on commence à comprendre et à exprimer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette substance de l'amour au-delà d'une relation homme-femme, mais vraiment de ce que c'est que l'amour de la vie, l'amour des êtres, l'amour du monde, mais que ces deux composantes, encore une fois, si on les laisse dans une tension et dans une polarité unique, je crois on ne peut pas y arriver. On ne peut cultiver réellement la liberté et l'amour que si on développe sa conscience de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. On pourrait dire qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui empêche le développement. Et si on a cette troisième perspective, ou si on met en perspective, plus exactement, la liberté et l'amour en perspective de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, alors on peut réellement cultiver la liberté et on peut réellement cultiver l'amour. Parce qu'un amour qui n'aurait pas conscience de là où on fait du mal, entre guillemets, il y a quelque chose qui ne peut pas être de l'amour. Et pourtant, on sait que, je disais à Idelette ce matin, on va faire du mal aux êtres qu'on aime le plus. Si on n'a pas pris conscience de ça dans la vie, il y a quelque chose qui est pas net. Les êtres qui sont loin de nous, on ne va pas leur faire du mal, on ne les connaît pas. Ou à moins que on fasse des choses qui aient des répercussions très graves. Mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est à nos proches, et donc à ceux qu'on aime le plus, on va être amené à leur faire le plus de mal. Donc il faut apprendre à mettre la conscience là-dessus, et puis à réparer. Voilà, pas grave. Mais pas croire qu'on est bon, que parce qu'on aime, on fera jamais rien de mal, etc. C'est pas vrai. Et au niveau de la liberté, c'est la même chose. Qu'est-ce que ce serait une liberté si on ne sait pas ce que ça engendre comme gêne pour soi-même, pour les autres, etc. Donc il faut bien avoir une conscience de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Si on ne met pas ces deux en perspective de développement de la conscience de ce que c'est un acte juste et quelles conséquences ça a pour tout le monde, alors on ne pourra pas développer cette liberté et cet amour. Pour moi, c'est un peu ça mon équilibre aujourd'hui de ma recherche. C'est de toujours mettre les choses en perspective de cette conscience-là. Sachant parfaitement que ma conscience, et je l'espère, va évoluer. Et quand je vois ce que je pensais il y a 15 ans et ce que je pense aujourd'hui, mais je ne pense pas pareil. Hein. Donc il y a des chances pour que ça continue. C'est pour ça que c'est important de se parler, que ça vive, et puis qu'on n'ait pas trop peur. Et surtout, moi je crois qu'on s'enlève cette idée qu'on doit, entre guillemets, être des adultes parfaits, quoi, et des professeurs parfaits, qu'on a la pédagogie parfaite, et qu'on est dans une école parfaite. Maintenant, on a beau avoir que 17 ans, qu'on a passé le siècle, c'est quand même suffisamment pour qu'on puisse voir que le XXe siècle a été
le siècle des idéologies. Et toute idéologie porte en elle le fanatisme et le tyrannisme. On en a suffisamment des conséquences aujourd'hui très graves. Et donc, y compris l'idéologie Steiner. Et notre travail, il est de faire que ce ne soit pas une idéologie. Et au départ, ça n'est pas ça. Hein. Mais c'est le XXe siècle. Le XXe siècle a été le siècle des idéologies. Et on a bien vu que ça tournait très mal assez souvent. Et une idéologie, je la caractériserais comme ça, c'est une idée qu'on veut appliquer à tout prix. Et dès qu'on veut appliquer une idée à tout prix, on est dans l'idéologie. Et donc on n'est plus dans l'humain. Et donc on doit faire attention. Donc ça, c'est très très important de sortir des idéologies. Mais normalement, c'est plus le 21e siècle. Je ne sais pas ce qui sera. Mais normalement, ça, c'était le 20e siècle. La conscience qui s'éveille, ça dépend des êtres humains. Mais comment nous, on doit travailler pour nourrir cette conscience, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on peut voir des enfants qui ont une conscience réveillée dans certains domaines très 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 tôt. C'est pas pour autant qu'on doit s'adresser à eux de cette manière. Parce que la conscience, c'est quelque chose aussi de... Ça pourrait nécessiter d'en parler pendant très longtemps, parce qu'on a des états de conscience très différents, selon que c'est quelque chose justement qui est dans le sentiment, qui est dans la volonté, qui est dans la pensée, etc. C'est très différencié. Et quand on s'adresse à la conscience, souvent on s'adresse avec quelque chose qui est trop achevé. Et donc on ne laisse pas l'autre libre. La pratique pédagogique, elle va amener énormément de choses dans ce domaine, mais jamais de cette façon directe. À 8 ans, on prend souvent, en tout cas en France, le roman de Renard. Le roman de Renard, c'est un ouvrage extraordinaire, parce que ça permet justement de faire vivre aux enfants. Alors, l'enfant a besoin de ressentir comment son professeur, il est intérieurement. Et à travers, par exemple, le roman de Renard, c'est un être immoral. C'est vraiment un... Mais les enfants l'aiment parce que c'est un animal. Ils font la part des choses. Goupil, il est odieux. Ce qu'il fait, c'est intolérable. Et il faut le faire vivre aux enfants. Notamment là, quand il rencontre l'oiseau là et qu'il arrive à convaincre la petite mésange et tout de lui confier ses petits oisillons, etc., et qu'il les mange, mais c'est épouvantable, quoi. Hein. Donc on va le raconter ça aux enfants. Et les enfants, ils vont quand même avoir un moment enfin où ça va être... Mais à la longue, ils finissent quand même par pardonner à Goupil parce que c'est Goupil, parce que c'est un animal, justement. Et puis Goupil, il a des qualités. Il est fidèle à sa renarde, et quand il fait quelque chose, c'est toujours pour nourrir ses renardeaux. Mais vous voyez, on va raconter l'histoire, c'est tout. On ne va pas faire de commentaires sur l'histoire. De même que, je ne sais pas pour mes collègues, mais quand on raconte la Genèse et qu'il faut raconter... que Caïn il a tué Abel, je vous assure, vous avez intérêt à voir. Vous êtes accroché intérieurement pour pouvoir raconter ça. C'est le premier crime de l'humanité, tel qu'il est raconté. Donc on ne va pas le cacher. On va pas. Donc, la part d'ombre dont vous parlez, elle est présente dans les mythologies. Elle est présente dans toutes les mythologies. Toutes, dans les contes. Oui, dans les contes, et puis dans les biographies. Donc, elle est là, en scène, mais on ne va pas nous faire une leçon de morale dessus. Parce que ça ne sert à rien, tout simplement. Ce qui va servir, c'est ce qu'on est. Et que l'enfant va ressentir à partir de ce que l'on est. Et ce n'est pas pour autant qu'on aura... que
qu'ils n'auront pas leurs expériences à faire avec leur part d'ombre aussi, etc. Je me souviens justement à l'âge de 9 ans, parce que les enfants sont des philosophes et je crois qu'il ne faut pas hésiter à philosopher avec eux. On était justement dans une période de grammaire, parce qu'on travaille par période, donc ça je n'ai pas développé, parce que je ne peux pas tout développer. Et donc on était dans une période de grammaire et j'aime bien commencer la grammaire avec la ponctuation. Et donc j'avais amené l'interrogation et j'avais parlé avec les enfants, j'avais raconté la Genèse avant, et puis je leur disais, mais je suis sûre que vous avez tous des questions. On avait parlé de qu'est-ce que c'est qu'une question. Parce qu'une interrogation, c'est une question. Et donc on a parlé de la question sous toutes ses formes, y compris que quand on a une question, on ne va pas baisser le ton, on a quelque chose qui s'ouvre pour avoir une réponse. Et je leur ai dit, tiens, je suis sûre que vous avez tous des questions. Ce serait intéressant qu'entre nous, parce qu'à 9 ans aussi, on crée une forme d'intimité dans la classe. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Et cette intimité, elle va nous permettre de travailler justement très finement avec les enfants. Et là, je leur ai dit, tiens, écrivez tous vos questions et puis vous les lirez. Donc ça les entraîne en plus à écrire. Et ils sont contents comme ça. Et ils sont contents d'écouter les questions des autres. Mais j'ai eu des questions invraisemblables. Je me souviens d'un enfant qui avait dit « Pourquoi les animaux, ils ont été chassés du paradis avec les hommes ?» Mais c'était extraordinaire que cette question, elle vive. Évidemment, je n'ai pas répondu. Moi, j'avais prévenu, c'est des questions. Il ne s'agit pas de réponse, là. Il s'agit juste des questions. Et une question, on peut la porter pendant des années, et puis tout d'un coup, elle vous arrive, la réponse. Là, on ne s'y attendait pas, mais quelquefois pas. Mais l'important, c'est d'avoir cette question. Et vous imaginez un enfant de 9 ans, ça veut dire que ça l'avait travaillé, etc. Donc, la conscience, ils l'ont. Nous, on est juste là pour ne pas la formater. Pour permettre qu'elle continue à exister sans la formater trop. Et puis nous, on est comme on est.